Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et je vous aide à booster votre efficacité sans vous épuiser. J'espère que vous êtes en forme parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, ça y est, le moment tant attendu est enfin arrivé. On est aujourd'hui sur le 3e épisode de la série sur la neurodiversité. Petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi. En juin dernier, Audrey Carafa et Moira Roitewol ont organisé le Neurodiversity Experience Day, une matinée pour parler de la neurodiversité en entreprise. Et pour garder une vraie trace de cet événement, on s'est dit qu'on allait faire une petite série d'épisodes. Donc il y a déjà 2 épisodes qui sont sortis sur la neurodiversité, où j'ai pu accueillir dans le premier épisode Corinne Truffier et Marco Di Duca, où on a parlé vraiment de neuroatypie et de diagnostic plutôt individuel. Dans le 2e épisode, j'ai accueilli Mélodie Ardouin, Michel Pesin et Fabrizio Corradini pour nous parler plutôt de neurodiversité et des différents enjeux des entreprises aujourd'hui. Et dans ce dernier épisode de la série sur la neurodiversité, on accueille enfin nos 2 co-organisatrices de l'événement pour nous parler de leur vision de la neurodiversité, de la neuroatypie, mais aussi un petit peu nous expliquer, nous plonger au cœur des coulisses de cet événement et de pourquoi elles l'ont organisé. Donc sans plus attendre, je vous invite à découvrir notre échange. Très bonne écoute. Je suis maintenant avec Audrey Carafa et Moira Roitewol, qui sont les co-organisatrices de cette fameuse journée qu'on a passée ensemble à travers ces différents épisodes. Bonjour les filles, déjà comment ça va ? Bonjour, ça va bien, hyper excitée. Non, ça va super bien en fait. On pensait avoir une petite baisse d'énergie et je pense que ça nous a énergisés. C'est ça, l'événement vous a remis en énergie. C'est bien parce que vous en avez encore pour discuter avec moi quelques minutes. Absolument. Du coup, peut-être pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez, parce que je l'ai dit, vous êtes les co-organisatrices de cet événement, mais surtout, il y a d'autres choses à côté, notamment Hypersense. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter à nos auditeurs en quelques mots ? Écoutez, moi, Moira Roitewol, cofondatrice d'Hypersense avec Audrey Carafa. La neurodiversité fait partie de ma vie familiale depuis toujours, depuis que je suis née par mon papa qui est neurodivergent, et puis effectivement, frère, enfant, etc. Donc ça a vraiment fait partie de mon quotidien. Et effectivement, quand j'ai rencontré Audrey, là, il y a vraiment eu le questionnement de mais et en entreprise, il se passe quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Audrey Carafa, donc moi j'ai un parcours académique un peu atypique parce que j'ai un diplôme en biochimie. Et puis j'ai jamais fait de biochimie en fait, en tout cas j'ai jamais exercé en biochimie et je suis venue assez vite au marketing. Pendant une vingtaine d'années, j'ai exercé des postes de direction dans des entreprises internationales sur des sujets de marketing et de stratégie essentiellement. Et ça fait aujourd'hui 8 ans que je fais plutôt de la formation et de la consultance et de l'accompagnement et de la transformation. On va dire de la transformation humaine parce que j'aborde plutôt la transformation culturelle et organisationnelle. Moi, la neurodiversité, ou en tout cas la neurodivergence, s'est un peu imposée à moi, notamment au travers de ma famille et de mes enfants, évidemment. Je pense que c'est quand même le point d'entrée le plus important aujourd'hui. Et ça m'a permis de faire un trajet sur moi-même aussi et de comprendre ces petits sentiments de décalage qui m'ont habité depuis assez longtemps, finalement, et qui m'ont fait pas mal réfléchir aussi sur ce que ça m'avait amené à ressentir, en tout cas, dans le cadre d'une entreprise et d'un collectif. Et puis de me dire que ça avait effectivement pas tellement sa place pour le moment en Belgique et qu'il était temps que ça change. Et donc, quand j'ai rencontré Moira et qu'on a parlé de ce sujet-là qui nous rassemblait finalement, c'est devenu un peu comme une évidence. Donc, Hypersense, c'est ça, si on peut présenter Hypersense en quelques mots, c'est vraiment un cabinet qui a pour vocation à sensibiliser déjà au sujet de la neurodiversité et à accélérer la neuro-inclusion dans les entreprises en Belgique. Comment c'est né entre vous deux? Parce que vous vous êtes rencontrés, vous avez échangé sur le sujet, mais c'est quoi le moment où il est où le déclic de se dire ok, on va créer Hypersense parce que là on en a besoin. Alors, on s'est rencontrés dans le cadre d'un programme de mentoring. Et en fait, voilà, l'alchimie était présente, et donc on a vraiment fait tout est parti d'un SWOT, d'un brainstorming, et en fait, Audrey a posé le mot stratosphérique et ça a été le déclic.
C'était le nom du projet initialement, puis après, Ouais. chemin faisant, on a essayé de trouver un nom, mais c'était le nom de code du projet. Moi, stratosphérique, ça m'habitait depuis, quelque temps déjà, mais je voulais pas y aller seule. C'est ça qui est beau, comme quoi, parfois, c'est juste, un mot, un déclic, une rencontre, un événement, et tout change. On peut, revenir sur une petite définition, en tout cas votre définition de la neuroatypie et de la neurodiversité? Alors la neurodiversité, c'est un terme qui est assez récent, hein, qui Mmh. initialement est apparu plutôt pour tenter d'arrêter la stigmatisation autour des profils autistiques. Et qui finalement s'est étendu, disant: «Bah non, en fait, la neurodiversité, c'est un peu comme la biodiversité, c'est-à-dire ce sont vraiment tous les modes de fonctionnement différents et on est tous différents et uniques» et donc en fait, ça regroupe vraiment tout le monde. C'est le fait que, toi et Moira et moi, on ne fonctionne pas du tout de la même façon cognitivement, qu'on ait même des troubles, des neuroatypies ou pas. Au sein de la neurodiversité, il y a ce qu'on appelle la neurodivergence ou les profils neuroatypiques. Et eux sont des profils particuliers, évidemment, avec des conditions, qu'on vient d'évoquer, hein, liées à des développements particuliers, plus le haut potentiel intellectuel. Dans Hypersens, qu'on considère comme faisant partie de la neuroatypie, et il y a débat sur certaines choses, mais en tout cas, nous, on assume le fait d'intégrer ces 4 profils-là. Ce sont toutes les formes de dys, donc qui sont les troubles spécifiques du langage et des apprentissages, donc les dyslexiques, les dysorthographiques, dyspraxiques, dysphasiques, dysgraphiques et dyscalculiques. Les TDAH, donc troubles du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Les troubles du spectre de l'autisme, aussi variés soient-ils. Plutôt, nous, dans notre considération, ceux qui sont sans déficience ou en tout cas sans handicap réel au monde du travail, on va dire. Et puis, qui n'est pas un trouble, mais qui pour nous est neuroatypique dans le sens où il s'écarte de la norme quand même, et il est plutôt à des extrêmes, qui est le haut potentiel intellectuel. On peut exister en tant que neuroatypique sans avoir de diagnostic? Enfin, comment on fait, en fait, par rapport à ce diagnostic? Comment on se positionne, en tant que neuroatypique? Alors, moi, j'aurais envie de dire que par rapport au diagnostic, des gens ont vraiment besoin de savoir pour avoir souvent des réponses à des questions, pour comprendre. Maintenant, ça dépend aussi par rapport, je veux dire, de façon à la connexion qu'ils ont avec eux-mêmes. Est-ce qu'ils le savent ou ils le savent pas? Comme Audrey le disait là tout à l'heure, elle, eh ben, elle a compris certaines choses qui se passaient chez elle. Heu, Personnellement, donc en tout cas pour, moi, ma propre personne, c'est vraiment il y a pas très longtemps que je me suis posé la question en étant entourée d'autres personnes divergentes, outre évidemment que ma famille. Et là, je me suis dit: «Bah oui, ben en fait, moi aussi». Mais parce que j'avais, 2 référents très spécifiques et qui sont vraiment dans des très hauts potentiels intellectuels et que je n'étais pas, comme ces personnes-là, ou je n'avais pas en tout cas le même intellect précis qu'eux. Mais en même temps, on peut se poser des questionnements et quand on a envie d'avoir des réponses, alors des fois, on a besoin d'avoir une réponse précise. Certaines personnes n'en ont pas besoin. C'est vraiment peut-être des personnes qui sont moins à l'écoute d'eux-mêmes ou plus en errance, qui vont peut-être aller faire les tests ou pas. En fait, c'est vraiment je pense que là, de nouveau, comme, il peut y avoir autant de raisons, de faire ou de ne pas le faire qu'il y a de personnes, c'est vraiment, une histoire personnelle, c'est individuel ça. Mais et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que le diagnostic, ça doit vraiment répondre à un besoin personnel. C'est pas parce que, simplement la maîtresse, le boss, a pointé quelque chose qu'on va aller vérifier. Non, je pense que c'est vraiment une démarche qui est propre et très personnelle. Après, est-ce qu'il est utile ou pas? Et dans tous les cas, c'est-à-dire que le diagnostic, en fait, la vraie question, comme le disait Moira, c'est quand on sent qu'il y a quelque chose, en fait. Quand on sent qu'il y a quelque chose qu'on a envie d'expliquer. Généralement, quand tout va bien, je pense que les diagnostics se posent pas forcément. On va pas faire cette démarche pour valider ou invalider si on n'a pas grand-chose comme question, en tout cas sur soi-même. C'est quand on sent que, et tout à l'heure, ça a été dit, hein, pendant les tables Mmh. rondes, justement, ce sentiment de différence, ce sentiment de décalage et finalement ça, quand on le vit ou quand on l'a vécu, on sait. Ouais. Et est-ce qu'on peut être, malheureux d'un diagnostic? De nouveau, mais ça, c'est comme tout un chacun, qu'on soit neuroatypique ou pas, c'est, comment on le vit, est-ce que j'ai pu explorer certaines choses, qui me conviennent? Est-ce que je suis bien dans des hobbies, dans mon environnement professionnel, personnel? Donc voilà, on peut mal vivre son diagnostic, si on s'attend pas ou si on l'a fait aussi pour des mauvaises raisons, de nouveau. Si je le fais pour faire plaisir à quelqu'un et que ça s'avère juste: «Oui, bah, oui, je t'avais dit que», évidemment, c'est dur à entendre et puis c'est aussi l'accompagnement après le diagnostic. Parce que quelqu'un reçoit un diagnostic, mais il n'a pas d'accompagnement. C'est très violent un diagnostic,
vous êtes TDAH, on vous colle une étiquette, en tout cas médicalement, vous êtes mis dans des cases et dans certains cas, en tout cas le cas de l'autisme, on est encore plus mis dans des cases parce que bon, l'autisme, voilà, véhicule encore une autre image, que le TDAH, en tout cas si je prends cet exemple-là. Hem, et donc du coup, c'est qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je suis accompagnée? Est-ce que j'ai besoin d'être accompagnée pour comprendre, le processus, pour l'accepter aussi, pour comprendre pourquoi est-ce que ça va pas avec les autres, comment est-ce que je peux faire? Voilà, il peut y avoir mille et une raisons aussi de mal le vivre quand on reçoit un diagnostic et puis d'autres personnes aussi qui ne font pas de diagnostic parce qu'ils n'osent pas, parce que ça fait peur aussi. Et puis je crois que comme tu disais, hein, c'est violent il peut être violent le diagnostic quand il est assez brutal. C'est-à-dire que quand il est donné comme ça et qu'il y a pas plus d'explications sur, le parallèle en tout cas entre le vécu, le sentiment, le ressenti, de décalage, de difficulté, et ce qui se passe concrètement. C'est-à-dire que je pense que quand on a un diagnostic, on a besoin d'avoir aussi des explications qui permettent de comprendre et d'éclairer en fait des réactions, des comportements qu'on a pu avoir. Pourquoi est-ce que, ouais, quand on était petit, on était plutôt, du genre à être isolé avec son bouquin et en fait, oui, on était pointé du doigt et on s'est senti décalé, mais en fait, c'est juste parce que notre intérêt, il était ailleurs que dans les jeux collectifs et c'est OK, en fait. Et donc, en fait, le diagnostic, il peut être vécu je pense brutalement et peut-être négativement quand il est trop brutal ou quand on le renvoie comme quelque chose c'est toujours pareil, hein, c'est-à-dire qu'en fait, les autres nous renvoient leur propre peur à eux. Ouais. Et quand on commence à le partager dans un cercle qu'on peut penser plutôt un cercle de confiance, ouais, et que là, les gens nous disent: «Et moi, j'ai eu le cas, hein, personnellement», et pourtant, c'était pas un diagnostic en tant que tel puisque c'était plutôt une identification sur un de mes enfants, THPI, où on m'a dit: «Bah, tu pas sorti de l'auberge». Et en fait ça, moi je c'était il y a 15 ans, je débarquais un peu dans ces sujets-là, un peu moins de 15 ans et je me suis dit: «Mais c'est bizarre qu'on me dise ça» parce que moi je l'associais à de la douance, donc je me disais: «Mais en fait, il y a des choses qui vont être plus faciles évidemment pour mon enfant» et du coup, j'ai trouvé ça hyper violent et donc oui, du coup, je l'ai pas bien vécu alors que quelque part, ça devait plutôt bah, enfin, je veux dire, c'était pas la super nouvelle qu'on attendait, on voulait pas absolument que ça vérifie ça. Mais ça venait éclairer plein de choses pour moi et là, du coup, je me suis dit: «Mais attends, mais alors ça veut dire quand même qu'il faut que je me méfie» et donc je pense que là, on peut le vivre heureux quand les autres en face ne comprennent pas. On pense qu'on est en sécurité de parler et que quand on en parle, comme la connaissance est pas là, bah, en fait, on se retrouve face, à ouais, la brutalité des mots parfois ou des peurs des autres. Et justement, en entreprise, pourquoi c'est important la neurodiversité? C'est important, alors on en a beaucoup parlé aujourd'hui, hein, c'est important à plusieurs titres, mais parce que, nous l'ambition c'est pas du tout d'en faire une finalité en soi. C'est-à-dire que c'est pas faire de la neurodiversité ou en tout cas accueillir la neurodiversité pour accueillir la neurodiversité et donc ticker la box de neurodiversité dans ma case diversité un peu plus grande. C'est plutôt de se dire en quoi est-ce que c'est vraiment un levier qui me permet aujourd'hui de relever des challenges qui sont des challenges importants dans les organisations. Et en fait, la réalité, c'est que ça peut l'être vraiment si on crée le contexte de cette neurodiversité. Mmh. On a des études, hein, plusieurs d'ailleurs, qui démontrent, et qui viennent soit d'entreprises qui ont intégré la neurodiversité, intégré ou en tout cas qui ont déjà mis des choses en place pour être plus neuro-inclusives, soit aussi d'études qui auront été faites par des grands cabinets, hein, notamment, Deloitte, qui fait des études aussi sur le sujet. Et donc ce que ça démontre, c'est qu'en termes de productivité, c'est un atout. C'est un atout d'avoir des personnes mais en fait, quand on y pense, il y a du bon sens, hein. Ouais. C'est un atout d'avoir dans ces équipes des perceptions différentes, ne serait-ce que ça. Je vais regarder cette bouteille avec toi, tu vas voir ce côté-là, je vais voir ce côté-là, moi je vais voir le détail du rose, nin nin. Si on réfléchit à qu'est-ce qu'on en fait demain pour que ce soit une bouteille qui rentre un peu mieux dans un carton, on va pas venir avec les mêmes sujets, les mêmes détails, les mêmes axes. Et en fait, en ça, c'est plus riche, déjà. Alors que si on est exactement câblé de la même façon, on va voir exactement peut-être la même chose et donc pas du tout dépasser nos modes de fonctionnement, de perception, et donc rester sur des positions qu'on a déjà eues. Donc comment faire différent quand en fait on fait pareil? Mmh. Qu'est-ce que ça change concrètement quand on manage, la neurodiversité justement? Beh, quand on manage la neurodiversité, c'est manager, une personne avec ses besoins. Mmh. Elle va peut-être avoir des besoins, spécifiques, de bruit, de timing,
d'horaire, d'adaptation, de sociabilisation aussi, de spécificité. Et donc en fait, la personne neurodivergente va peut-être avoir des besoins, spécifiques. Maintenant, au manager aussi, enfin au manager, à l'équipe, à l'entreprise de faire qu'elle se sente suffisamment en confiance que pour pouvoir, évoquer ça, c'est s'adapter aussi, d'ailleurs, Sarah Jane Order-Deji l'a vraiment bien expliqué aussi. Est-ce que c'est s'adapter au feedback, à l'explication de remarques implicites, de politiques qu'il peut y avoir dans les entreprises qui ne pourraient pas être comprises par certains profils? C'est ça aussi. Voilà, c'est mobiliser, les personnes, neurodivergentes par rapport aussi à leurs forces. Savoir que, par exemple, une personne qui a un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité va pouvoir se mobiliser très vite et donner une énergie considérable à un moment T et peut-être très probablement embarquer aussi une équipe avec elle. Mais en même temps, ça, c'est valable pour tout le monde. Donc ce qui est mis en avant de faire attention, d'avoir un management, heu, plus spécifique, pour des collaborateurs, neurodivergents, mais en fait, c'est un management spécifique pour tout un chacun, pour tous les collaborateurs, pour, voilà, peu importe qui il est ou qui elle est aussi par rapport à ses propres besoins. Alors effectivement, on peut dire que c'est difficile pour les managers, de faire du sur-mesure pour tout le monde, mais il y a certaines choses, voilà, qui sont vraiment de l'ordre de la communication, du feedback, de l'écoute, du questionnement, de la relation humaine, en fait, tout simplement. Alors c'est vrai que, voilà, certaines personnes, ont plus de facilité ou de sensibilité, par rapport à ce sujet-là que d'autres. Mais du coup, est-ce que voilà, est-ce que la question est plutôt dans leur posture alors de manager ou leur poste de manager? Ces personnes-là sont-elles à leur bonne place pour encadrer une équipe? Le rôle du manager aussi, c'est d'encadrer son équipe, c'est pas que d'être, technicien et de remplir des rapports aussi, c'est un meneur d'hommes en fait, c'est un meneur d'équipe. Et nous, on aime bien parler du management de la nuance, en fait. C'est ça que ça permet. Ça permet aussi de manager la singularité et la nuance de tout un chacun. Donc c'est pas évidemment qu'il y a un cadre quand même qui est imposé par l'entreprise et il faut un cadre de toute façon, hein. La créativité, ne s'exprime que dans un cadre, hein, donc rappelons-le quand même. Mais mais donc oui, ça permet de manager cette nuance-là et donc quand on dit manager la nuance, c'est ce que disait Moira, c'est être à l'écoute. Être en mode un peu, observateur, transcripteur, décodeur, de l'autre, de l'autre qui est en face et qui a peut-être des besoins, mais surtout aussi des talents, des spécificités, enfin sa singularité, donc c'est être à l'écoute de tout ça, ouais et de nouer ce dialogue en tout cas. Il est où le curseur entre, parce que souvent, du coup, c'est le neuroatypique qui s'adapte à l'entreprise. Il est où le curseur entre l'entreprise doit s'adapter au neuroatypique versus le neurotypique doit s'adapter à l'entreprise? Vaste question, je sais. Je vois vos têtes. Les auditeurs ne le voient pas, mais je vois vos têtes, donc vaste question. C'est l'histoire de sa vie. Le neuroatypique, alors on va pas faire de généralité parce que pour certains c'est pas le cas, en fonction de l'intensité aussi, hein, et de l'expression de ce qu'il peut avoir comme neuroatypie. Mais quand même, il est en mode suradaptation depuis assez longtemps, généralement, hein, avec des efforts assez considérables, plus ou moins considérables en tout cas, pour ne pas montrer, ses difficultés et se dire que finalement parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est que ce sentiment de décalage renvoie, c'est moi qui suis anormal. Ouais. C'est encore plus fort que en dehors de la norme, hein. Anormal, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas, quoi, en fait. Et donc pour masquer ce quelque chose qui va pas, bah, je vais essayer de faire, comme on attend de moi, ce que l'on attend de moi. Parce que dans l'entreprise, c'est quand même aujourd'hui encore très normé. Il y a des réactions attendues, des comportements attendus. On parle de management, il y a des comportements attendus. Quand on parle de culture managériale, ça veut dire qu'on attend certains comportements des managers d'une organisation. Et donc, oui, il y a une faculté d'adaptation qui est très, très grande chez ces profils-là et qui fait, qui peut aussi les épuiser à la longue parfois quand c'est très loin, finalement, de ce qu'ils sont ou de la façon dont ils fonctionnent réellement. Nous, l'approche, c'est plutôt de se dire que prendre en compte la neurodiversité, c'est plutôt faire le chemin inverse, c'est de se dire: «Je prends en compte les besoins de ceux que j'ai avec moi, de ceux qui composent mon collectif, qui composent mon équipe, mon entreprise et je fais en sorte de leur proposer le terreau fertile à leur épanouissement, qui est l'environnement, en fait et l'environnement n'est pas que l'environnement physique, hein, on va au-delà de même s'il y participe, mais qui est aussi
la culture, le mode de management, le mode d'interaction, le mode de communication qu'on peut avoir aussi, la flexibilité qu'on peut donner au travail. Donc pour nous, dans cette question de qui s'adapte à qui, même s'il y a il faut quand même qu'il y ait un minimum de réciprocité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas fitter 100% dans les besoins de chacun. Il va y avoir quand même une base commune. Heu, mais on doit montrer que l'environnement est plastique quelque part et qu'on peut faire des ajustements en fonction. En tout cas, qu'il y a un cadre qui le permet. C'est quoi le conseil que vous avez envie de donner à une entreprise qui se dit: «OK, j'ai envie de m'intéresser plus à la neurodiversité» ou en tout cas, il faut que ça devienne un sujet qui n'en sera plus un puisque ça va devenir quelque chose de normal chez nous, mais en tout cas, bah, pour passer ce cap-là, c'est quoi le conseil qu'on donne à une entreprise? Bah, déjà, j'aurais envie de dire que c'est très bien s'ils se posent la question, donc ça, c'est déjà une très bonne chose, c'est de passer à l'action et l'idéal, en tout cas ce que nous on prône, c'est de commencer par une sensibilisation des équipes. Donc est-ce que c'est des conférences ou une keynote? C'est aller sur le terrain, c'est de leur faire vivre aussi certaines expériences. On a pu le faire récemment, avec des casques immersifs, des vidéos immersives où les gens peuvent se rendre compte ou imaginer ce que peut ressentir, une personne, avec un trouble de l'autisme, ne fût-ce que dans un centre commercial. Mais on peut très bien faire le lien entre un centre commercial et un open space, hein, ou bien un réfectoire de restaurant. C'est du bruit, il y a des lumières, il y a des couverts, il y a des gens qui bougent de tous les côtés, enfin voilà, ça peut être assez agressif aussi comme environnement et donc en fait, c'est vraiment de commencer comme ça, c'est d'y aller, en douceur, je dirais, parce que si on y va évidemment brutalement et qu'on force les gens, ils vont pas comprendre. Ça, c'est un point. Je dirais que l'autre point aussi, ça dépend à qui on s'adresse, donc c'est pouvoir, sensibiliser des personnes aussi, idéalement à faire on va dire des groupes de personnes, mais on va s'adresser différents, on va dire, à des personnes de ressources humaines qu'à un ingénieur, par exemple, et cetera. Parce que, beh, effectivement, ils ont des sensibilités différentes par rapport, aux facteurs humains ou aux chiffres ou à des études, scientifiques, et cetera. Mais en tout cas, c'est d'oser passer à l'action et de faire un petit pas. Donc c'est commencer, comme on dit: «Rome, c'est pas fait en un jour». Effectivement, l'implémentation, en tout cas de la neuro-inclusion dans une entreprise va pas se faire du jour au lendemain, même si c'est le CEO qui le décide, parce que ça va devoir être accepté et donc là, c'est vraiment un cheminement, c'est un processus et l'idéal effectivement, c'est de commencer au bon endroit. C'est effectivement voir, qui ça peut être, quelles sont des personnes, neurodivergentes dans l'entreprise qui font des témoignages, voilà, ça peut être des groupes d'ambassadeurs, dans l'entreprise avec d'autres entreprises et cetera. Mais en tout cas, je reviens sur ce sujet de sensibilisation, c'est à un moment, on se dit, on a le sentiment qu'on parle plus la même langue. Et donc si on veut parler la même langue, il faut qu'on ait les mêmes bases. Ouais. Donc pour avoir les mêmes bases, il faut qu'on ait le même niveau d'information sur le sujet, au moins le même niveau de connaissance. On le voit, hein, dans nos accompagnements, on peut faire de la sensibilisation plus générale et générique, mais après systématiquement, on est toujours dans une étape de sensibilisation, on a besoin d'y mettre avec un prisme, avec, enfin voilà, c'est chausser vraiment les lunettes de l'équipe concernée ou et d'aller plus finement là-dedans. Donc sensibilisation, étape obligatoire et surtout, ouais, aller dans l'action très vite avec une contrainte. Bon, bah, voilà, je pense que tout à l'heure, on donnait un chiffre, hein, sur les sujets de transformation qui échouent. On est à 70%, hein, en moyenne, de projets de transformation qui peuvent échouer. Alors oui, parce qu'il y a peut-être pas la bonne intention, parce qu'il y a pas mais justement, il n'y a pas l'objectif, il n'y a pas l'orientation, il n'y a pas la direction, il n'y a pas le sens qui est donné et qui est accompagné. Donc rentrer tout de suite dans l'action, ça peut être compliqué parce que ça peut être très court-termiste finalement comme action. Donc si on veut que ça s'installe vraiment pour qu'à un moment ce soit plus un sujet, mais ça fasse partie de la culture, avec laquelle tout le monde vit et tout le monde collabore et cohabite dans l'organisation, il doit y avoir cette étape, de sensibilisation. Après si un dirigeant en tout cas se dit: «Il faut». Déjà, s'il se dit: «Il faut», l'injonction, on peut la questionner aussi. Qui dit qu'il faut? Si de nouveau on en est à: «C'est laquelle je vais questionner parce que ça va me donner, mon petit diplôme ESG, je vais être bon sur mon, toute ma logique, durable» et voilà. Peut-être qu'il faut pas y aller. Tout de suite en tout cas. C'est vrai que c'est un point qui a été relevé aussi, dans une des tables rondes, c'est de le faire de manière sincère et véritable. Alors ça peut sembler, bisounours, hein, c'est aussi un mot qui est paru, qui a été mentionné là tout à l'heure, mais c'est vrai, il faut que ce soit vraiment fait pour les bonnes raisons, pour le bien-être des collaborateurs, et de tous les collaborateurs.
aussi, d'aller sur ces sujets-là et pas uniquement, comme dit Audrey, pour remplir des cases ou être dans les normes et avoir des subsides ou des choses en genre. Oui, on le fait, mais on le fait pas pour les bonnes raisons et d'une certaine façon, ça vient pas du cœur, ça vient pas de l'humain. Donc on était aujourd'hui au Neurodiversity Experience Day, quand même un mot des deux co-organisatrices de l'événement. Pourquoi cet événement? Et puis là, comme on a terminé la journée, qu'est-ce que vous en retirez de cette journée? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Je sais pas, l'idée est venue courant novembre. On s'est dit que sur notre agenda, on n'avait pas grand-chose à faire le 19 novembre. Qu'il allait probablement faire beau, que ce serait sympa On en a parlé d'organiser un petit avant. barbecue. Je crois qu'on a commencé à en parler, l'été dernier. L'idée, c'était quoi? L'idée du net? Puisqu'on en est toujours à cette étape de sensibilisation, c'est-à-dire qu'il faut, et là c'est la réalité, pour que le sujet soit au moins challengé, c'est-à-dire est-ce que j'en ai envie, j'en ai pas envie, je l'intègre, je l'intègre pas, c'est un vrai sujet pour moi, à l'échelle d'un dirigeant ou d'un manager, hein. Le sujet, il doit exister dans sa réalité, mais avec la véracité du vécu, des perceptions, enfin de ce qu'on en sait. Donc, pour nous, c'est important de sensibiliser au maximum. On s'est dit, en fait, sensibiliser. Aujourd'hui, on voit dans les échanges qu'on peut avoir, la sensibilisation. Les gens y viennent, mais parce qu'ils y sont déjà eux-mêmes un peu sensibles. Plus difficile de pousser la porte d'entreprises qui n'ont jamais vraiment réfléchi au sujet. Ils vont dire, ah ben oui, ça a l'air hyper intéressant. C'est un cheminement qui est bien, bien plus long. Et en fait, nous, c'est parti d'un constat qui est la Belgique, si elle est plutôt en avance sur les sujets d'éducation, d'accompagnement des enfants, des adolescents, sujet de la neuroatypie, notamment, au niveau de l'adulte et de la prise en compte dans les organisations, on n'y est pas. Quand on compare au UK, quand on compare aux Pays-Bas et même quand on compare à la France, même si la France se dit pas très avancée, il y a quand même des initiatives qui sont plus importantes. Voilà. Et donc, il y a cet enjeu de massifier, en tout cas, la sensibilisation. La véracité, le fait que le sujet est là. Que le sujet existe déjà Oui. dans les organisations et pas de se dire on prône. Moi, parfois, pour rigoler, je dis l'objectif n'est pas d'adopter un neuroatypique. L'objectif, c'est de se dire je compose avec ce qui est déjà dans mon organisation. Et il se fait qu'ils sont déjà là. Et que, en dehors même des neuroatypiques, la neurodiversité, elle habite tous les lieux de vie, enfin tous les lieux collectifs finalement. Donc, c'était sensibiliser plus massivement, première intention. Et être au contact vraiment des décideurs qui peuvent aujourd'hui faire bouger les lignes, des cultures, du management, en tout cas de tout ce qu'on a pu évoquer ce matin. Et donc, quoi de mieux qu'un sommet pour rassembler tout ce monde-là? Voilà, on s'était dit qu'effectivement, il fallait, entre guillemets, «taper fort», y aller un grand coup de manière globale, d'où aussi, effectivement, le fait d'avoir organisé ça au BESI, parce que, effectivement, ils sont déjà très implantés dans l'écosystème, bruxellois, en tout cas entrepreneurial, au niveau des entreprises, des organisations, des grands groupes qui sont comme partenaires et donc, effectivement, on a pu bénéficier aussi, de leur base de données. C'est à ça que servent aussi certains partenariats stratégiques, par rapport à ça, pour pouvoir vraiment pousser le sujet, pousser le sommet et vu que, Hypersense, c'est quand même encore, une jeune structure, effectivement, on est aussi adossé avec une structure qui existe depuis beaucoup plus longtemps et qui a été, d'accord, ils nous ont tout à fait soutenus justement pour embrasser le sujet avec nous et qu'on fasse ça ici. Donc c'est ça aussi qui était important, c'est de se dire: «Voilà, nous on le fait parce que c'était important», mais quand une chambre de commerce, d'une ville comme Bruxelles dit: «OK, d'accord, on le fait avec eux parce que le sujet est réellement important», mais ça donne encore plus de crédibilité à un sujet dont on peut beaucoup entendre parler sur les réseaux sociaux comme ça, sur, effectivement un cabinet qui est quand même relativement jeune. Donc voilà, ce sont des réflexions qui ont vraiment été faites en amont, et donc voilà, c'est vraiment pouvoir pousser le net auprès de personnes, effectivement, qui auraient peut-être pas, comment dirais-je? Qui auraient peut-être pas, considéré notre proposition, notre invitation au sommet de la même façon. En fait, on en a fait un sujet pour que ce soit plus un sujet, en fait. Ouais. Je crois que ça, c'est un peu le résumé de ce qui a été dit avec les différents intervenants qui sont passés au micro aujourd'hui. C'est ça, on a cette volonté que ce sujet ne soit plus un sujet, mais pour qu'il ne soit plus un sujet, il faut d'abord qu'il en soit un, malheureusement. Tout à fait. Et du coup, votre bilan en tant que co-organisatrice de la journée, enfin de la matinée, bon là, on est fin d'après-midi, donc on peut dire de la journée, nous, mais... Le bilan, mais moi j'ai envie de dire que c'est un bilan très positif par rapport au nombre d'inscrits.
Et puis, on a eu plein de petits feedbacks déjà en sortant des salles. Et puis, nos équipes qui nous ont aidés au niveau organisationnel aujourd'hui ont aussi pris des feedbacks. Et visiblement, beaucoup de gens étaient vraiment ravis ravis de l'échange, ravis du sujet, avec beaucoup de qualité. Moi, je sais aussi qu'effectivement, quand je regardais l'audience, je voyais beaucoup de gens qui étaient très appliqués, en fait, très concentrés, vraiment à l'écoute, à beaucoup noter. Donc voilà, il y a vraiment une véritable présence. Non et oui, enfin non mais oui, je partage complètement ce retour très positif. En tout cas, c'est pour ça que je disais au début quand tu nous demandais comment on se sentait. Moi, je suis énergisée parce qu'en fait, on n'a eu que des retours positifs. On a pris du retard et pourtant on se disait on était juste sur l'heure de table, les gens vont partir. Non, les gens sont restés et sont restés jusqu'au bout et ça, c'est un super bon indicateur. Enfin, vous participez quand même à pas mal de choses. Nous, de notre côté aussi, on voit bien comment ça se passe, au bout d'un moment, les gens qui étaient quand même assez, forts la salle ou massivement. Voilà, sur la participation, hyper satisfaite. Sur le niveau d'engagement et le niveau des intervenants aussi, je pense qu'il y a eu beaucoup de générosité. Ils ont vraiment fait passer, des messages assez forts et je pense que les principaux messages qu'on s'était listés parce qu'évidemment quand on organise un tel événement, on essaie en tout cas de rassembler les messages clés, ceux qu'on a envie de véhiculer, et ceux-là sont passés. En tout cas, j'espère, on verra dans les feedbacks après plus fins. Donc ça, c'était très chouette aussi, des jolis contacts pour la suite aussi, des personnes intéressées pour aller plus loin après et des personnes qui nous contactent en disant: «Mais moi, j'étais tellement déçue de ne pas pouvoir venir, je veux en être pour le prochain». Donc on sent quand même que ça a créé une certaine dynamique en tout cas et donc pour ça, franchement, très, très positif, très positif Ouais. et c'est un super accélérateur. Moi déjà, je voulais vous dire bravo pour cet événement. Merci. Bravo de mettre aussi ce sujet sur la table parce que c'est important aussi d'en parler. Et comme on le dit en Belgique, c'est quelque chose qui est pas forcément très très mis en lumière. Donc déjà bravo pour ça à toutes les deux. Et on se dit à l'année prochaine. Alors c'est ça le. Ou peut-être plus tôt. Avant, ou peut-être On a avant. d'autres choses. Avant, effectivement, on a un autre NED, mais vraiment orienté entrepreneuriat, freelancing. Et ça, ce sera plutôt d'ici la fin de l'année aussi, parce qu'il y a une surreprésentation de ces profils-là, des profils neurodivergents, justement, dans l'entrepreneuriat, le freelancing. Donc, voilà, donc en fait, on a encore plein de choses à faire, à vivre, et puis plein d'entreprises à aller rencontrer. Voilà. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Et, Merci. Moi, je mettrai tous les rendez-vous aussi en lien de l'épisode de podcast si jamais les auditeurs veulent vous retrouver, assister aux prochains événements. Audrey, Moira, bravo et merci beaucoup pour l'invitation et pour toutes ces bonnes ondes aussi. J'espère que les auditeurs auront ressenti toutes vos bonnes ondes. Bien. Merci à vous deux. Merci. Marie. Et voilà qui clôture cette série sur la neurodiversité. J'espère que cette série, elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'en apprendre davantage sur ce qu'est la neurodiversité et puis aussi un petit peu neurodivergence, neuroatypie, etc. N'hésitez pas à aller écouter ou réécouter les 2 autres épisodes issus de la série si jamais vous avez fait l'impasse dessus. Je vous mettrai les liens en description de cet épisode ainsi que les liens pour contacter Moira et Audrey et suivre un petit peu toute leur actu aussi des prochains mois. Sur ces bonnes paroles, il est temps que j'aille enregistrer l'épisode de la semaine prochaine pour vous préparer un petit outil. Bon, d'ici là, prenez bien soin de vous. À bientôt. Nous voilà à la fin de cet épisode. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou un petit partage sur les réseaux. Ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées, partager vos expériences, on se retrouve sur les réseaux via le compte MyEcoDesign. Et puis si vous en avez marre de bosser en apnée, alors on se rejoint sur la plateforme Breathe. Je vous mets tous les liens en description de cet épisode. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.